Les lois de ce système serviront de base à bien d'autres constitutions nationales. Soliman est le monarque suprême de cette région. Il est le centre du monde. En architecture, il instaure une ère classique et inaugure les édifices les plus spectaculaires que le monde ait jamais vus. Soliman ne manque pas de richesse. Et pour consolider sa position, il va préconiser le développement d'une architecture monumentale et ainsi commémorer sa dynastie et lui-même. L'architecture religieuse permet vraiment de transmettre le sens de ce qui se trouve au cœur de la foi. La grandeur, la majesté sont des qualités que les musulmans évoquent quand ils pensent à Dieu. Un édifice qui est magnifique et majestueux rappelle immédiatement aux gens la gloire de Dieu. L'architecte de Soliman, Sinan, est un homme dont la vision complète à merveille celle du bâtisseur d'empire. Sinan perfectionne l'empreinte architecturale islamique, la mosquée à coupole. Au cours de sa carrière, qui s'étend sur un demi-siècle, il est à l'origine de plus de 300 édifices. Il participe également à la rénovation d'un des plus importants monuments de l'islam, le Dôme du Rocher à Jérusalem. C'est bien sûr pour le sultan qu'il bâtit son chef-d'œuvre, la mosquée Süleymaniyye à Istanbul. Elle révèle parfaitement le style de Sinan que l'on appellera le grand maître. Ces édifices sont extrêmement coûteux. Ce sont des monuments grandioses dont la construction dure des années et requiert de grandes compétences architecturales et technologiques. La réalisation d'un projet comme la mosquée Süleymaniyye signifie « j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, je suis le sultan, je suis le roi des rois ». Mais en même temps, tous ces édifices comportent une dimension spirituelle. La valeur symbolique concerne l'Empire ainsi que la foi. Se conformant aux enseignements de Mahomet, la grande mosquée est un véritable centre de services sociaux, avec un hôpital, une école et une bibliothèque. On dit que lors de son inauguration, Soliman, très impressionné, la contemple et s'exclame « Ô toi, Salomon, je t'ai maintenant surpassé ». Le palais de Soliman est tout aussi impressionnant. Topkapi est à la fois le siège de ses appartements privés et du gouvernement. Soliman est un grand mécène. Comme son empire est très riche, il attire les meilleurs artisans. L'art et les talents se développent de toutes parts. Les architectes et les artistes de cette période marquent le premier âge d'or du monde ottoman. Tout ce qui provient de ce palais est raffiné. Soliman est un orfèvre accompli. Pour les Ottomans, le sultan lui-même doit posséder un savoir-faire concret. Le fait d'être sultan n'est pas considéré comme un métier. Soliman est un mécène exigeant qui insiste pour vérifier le travail et s'occuper de certains détails. Chaque groupe d'artisans ou chaque corporation employée au palais entre en compétition pour lui plaire, car le sultan peut se montrer très généreux lorsqu'il est satisfait. Bien entendu, les Ottomans vont avoir une grande influence sur l'imagination des Européens. Le talent, la pompe et l'apparat qu'ils déploient lors des cérémonies sont tels que le monde entier en reste confondu. C'est sans aucun doute l'un des plus grands empires au monde. Et les observateurs européens ne peuvent repartir sans un immense sentiment de respect
pour ce pouvoir grandiose. En public, Soliman exige que tous ceux qui l'entourent demeurent silencieux tandis qu'il fait connaître ses désirs par de simples gestes de la tête ou de la main. Cela doit être très impressionnant de voir le parterre du palais rempli d'environ 6 000 ou 7 000 janissaires ou hauts fonctionnaires, tous empreints d'un silence total. On assiste là à la création d'une souveraineté si mystérieuse et d'une portée si considérable qu'elle en devient presque divine. Tandis que le pouvoir de Soliman s'étend, Ibrahim, son ami de toujours, gravit lui les échelons à la cour impériale. Ibrahim Pacha, car il sera plus tard Pacha, devient le grand vizir du sultan. Il se marie même avec sa sœur. Ils ne sont donc pas seulement amis, ils sont parents. Ibrahim fait campagne avec sa propre armée. Son influence croît tout autant que son ambition, si bien qu'il devient numéro 2 au palais, avec pour seul maître Soliman. Mais en matière de pouvoir et d'ambition, le monde secret du harem du sultan n'a pas son pareil. Contrairement au stéréotype occidental, le harem n'est pas le terrain de jeu du sultan, mais plutôt le centre du pouvoir dynastique. Le harem équivaut au quartier privé du sultan. On a tendance à croire que le harem désigne le lieu où vivent les femmes. Mais en fait, c'est un lieu d'intimité, le domicile privé du sultan, en quelque sorte. Selon l'islam, le sultan peut avoir 4 femmes et de nombreuses concubines. Ce système est conçu pour assurer des héritiers, tout simplement. Quand on examine les détails de son fonctionnement, on s'aperçoit que cela n'a rien de très érotique. Le sultan n'a pas vraiment de liberté dans le choix de ses compagnes. Il ne peut pas regarder autour de lui et dire « c'est elle que je veux », parce qu'en réalité, c'est plutôt sa mère qui décide. La première femme de Soliman lui donne un héritier, Mustapha. Mais à l'âge de 35 ans, le sultan tombe éperdument amoureux d'une esclave slave qui s'appelle Hurrem. En Occident, on la connaît sous le nom de Roxelana. Roxelana va elle aussi lui donner un héritier et elle devient la confidente qui a toute la confiance du sultan. Le sultan est censé être protégé de toute influence et de tout rival. D'une certaine manière, ça crée un vide autour de lui et ça laisse le champ libre à la vie du harem. Curieusement, le fait qu'il soit autant protégé l'expose à l'influence des compagnes avec qui il passe beaucoup de temps. Il est entouré de femmes très intelligentes et ambitieuses. Roxelana est la plus célèbre de toutes. Soliman est un personnage complexe. D'après ce que l'on sait, c'est un homme capable d'éprouver les émotions les plus tendres pour ses amis masculins et surtout pour le grand amour de sa vie, sa femme Hurrem. Il est aussi très affectueux envers sa famille. Il aura d'ailleurs de nombreux fils, tous très talentueux. Soliman élève son fils aîné, Mustapha, pour qu'il accède au pouvoir. Selon la tradition ottomane, le jeune prince entre dans l'armée et très vite, il doit prouver qu'il est un bon général. Et Mustapha a l'envergure d'un héritier. Pour Soliman, l'avenir de l'Empire semble illimité. Je suis l'esclave de Dieu et le sultan de ce monde. Soliman fera sculpter cette inscription
sur une forteresse conquise. Je suis Soliman et mon nom est lu dans la prêche du vendredi à la Mecque et à Médine. À Bagdad, je suis le Shah. Dans les royaumes byzantins, je suis César. Et en Égypte, le sultan. Au fait de son pouvoir, il se voit bien sûr dominer tous ses rivaux. Peut-être à juste titre. L'un des principaux adversaires de Soliman se trouve à l'est. C'est l'empire des Perses safavides. Ce sont des musulmans, mais depuis des siècles, des croyances différentes en ont fait de farouches opposants aux Ottomans. Les Safavides aussi sont turcs d'origine et d'ailleurs, ils parlent le turc au quotidien. Mais contrairement aux Ottomans qui se dirigent vers l'ouest pour leur conquête, les Safavides se dirigent vers le monde musulman. Ainsi, pour l'Empire ottoman, il représente en quelque sorte une frontière, la frontière la plus à l'est du royaume ottoman. La dynastie safavide est constituée de musulmans chiites, les ennemis déclarés des sunnites ottomans. Selon les chiites, le dirigeant doit être désigné par son prédécesseur et appartenir à la famille de Mahomet. Pour les sunnites, cette désignation n'est pas nécessaire et on peut être le dirigeant de la communauté sans être un descendant direct de Mahomet. Cette contestation de la légitimité est la base de la scission entre les chiites et les sunnites, une violente division qui perdure de nos jours dans le monde musulman. Je dirais que les Ottomans ne se sont jamais sentis aussi sunnites que le jour où les Safavides se sont affirmés en tant que chiites. Les Safavides ont donc établi une idéologie opposée à celle des Ottomans. Et c'est devenu l'occasion de faire la guerre. Car pourquoi faire la guerre si ce n'est pour acquérir des terres fertiles, s'enrichir, conquérir de nouveaux territoires ou gagner du prestige? Les Safavides mènent alors une guerre idéologique en Anatolie orientale, une région qui a toujours été préoccupante pour les Ottomans. C'est un territoire difficile à tout point de vue. Il est difficile à conquérir et à contrôler. L'armée safavide est certes redoutable, mais pour les Ottomans, il y a également une compétition sur un plan culturel. Ce sont de grands mécènes. On les connaît davantage pour leur réalisation artistique que pour leur conquête, leurs lois, leur système ou leur administration. Quand on regarde Ispahan, on voit que c'est la plus belle ville du monde. C'est la ville safavide, la capitale par excellence. Cependant, on ne ressent pas cette impression de puissance que l'on a dans la capitale ottomane. C'est une puissance qui s'illustre différemment. Elle est plus expressive peut-être, plus précieuse dans sa décoration et dans les lieux de cérémonie. C'est un aspect totalement différent de l'islam. L'art safavide et son architecture sont plus raffinés. C'est un art célèbre pour ses filigranes. Il est connu pour sa facture complexe plutôt que pour son style sensationnel. Dans les élégants palais des chahs safavides se trament des complots contre Soliman et sa dynastie qui lui parviennent aux oreilles. Mais les yeux de Soliman sont rivés vers l'ouest, vers une Europe fragmentée et vulnérable qui n'attend que d'être conquise. L'Empire ottoman englobe tous les territoires qui vont de l'Égypte au Kurdistan, en incluant même la Hongrie. Mais Soliman ambitionne de contrôler des territoires toujours plus grands. Et pourquoi pas le monde entier?
Pour Soliman, la prochaine étape est Vienne. Conquérir cette ville serait un véritable coup de poignard dans le cœur